BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre rendez-vous du week-end sur BFM Business pour tout savoir sur la publicité, la com des marques et les médias. En particulier aujourd'hui avec notre premier invité, Bertrand Gier, le directeur du pôle news du groupe Figaro. Il sera sur notre plateau dans quelques minutes. Nous reviendrons avec lui sur l'accord tout juste signé entre Google et une partie de la presse française. Une première étape dans la reconnaissance effective des droits voisins. Quelle est la valeur des marques en cette période de pandémie? L'étude Brand Finance vient de sortir. Simon Tenenbaum vous décryptera le classement avec un secteur tech qui bondit. Enfin, zoom sur les 100 tendances qui feront 2021. Des tendances à suivre de près du côté des directions marketing. Interaction entre les marques, consommation responsable. Le directeur général de Wunderman Thompson, Virgile Brosiac, vous en dit plus dans un instant. Voilà le programme. On commence tout de suite avec un tour de l'actu. BFM Business, Hebdocom, les news. Ils ont scruté l'actu toute la semaine. Ils ont suivi toutes les publicités. Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et Julien Rizzo du côté de BFM Business. Salut Julien. Bonjour Marie. Alors Julien, on commence avec une campagne pour briser le silence. C'est la campagne de l'association Face à l'inceste. Oui, 2 cauchemars dans mon histoire, c'est le titre de ce film de 2 minutes, imaginé par Publicis Conseil, réalisé en dessin animé. On suit l'histoire d'un petit garçon la nuit dans son lit. Il a 2 cauchemars. D'abord l'homme qui se glisse dans son lit pour abuser de lui, et l'homme en noir dans son armoire censé être le héros de son histoire, mais qui ne vient jamais le sauver. Un soir, l'enfant prend son courage à 2 mains et s'adresse à ce héros caché. Je vous laisse découvrir la suite. J'ouvre la porte et demande explication. Et toi dans mon armoire, vas-tu enfin prendre ma défense, me libérer de ce poison? Grand et fort, tout vêtu de noir, il n'eut que pour mots. Es-tu seulement sûr d'avoir dit non? Le message est clair, Aujourd'hui en France, un enfant victime d'inceste doit toujours prouver devant la justice qu'il n'est pas consentant. Alors avec ce film, l'association Face à l'inceste veut montrer qu'un enfant victime d'un abus sexuel par un membre de sa famille doit se protéger tout seul et ne peut pas compter sur la loi pour l'aider. L'association a lancé une pétition sur son site pour changer la loi. L'objectif est de récolter 100 000 signatures. Lancée la semaine dernière, elle en rassemble aujourd'hui près de 50 000. Et ce n'est pas beaucoup plus joyeux, Julien, la dernière campagne choc de la prévention routière. Oui, la nouvelle campagne de la prévention routière associée à l'association Victimes et Citoyens est composée de 3 films au ton grave réalisés par TBW à Paris. Ces spots montrent la dangerosité des véhicules en les détournant en arme à feu. Un cadran de vitesse devient ainsi un viseur, un pot d'échappement, un canon ou encore une pédale d'accélération, une gâchette. Une publicité choc qui montre que derrière chaque accident de la route se cache un conducteur qui n'a pas respecté les bons gestes de la route et qui finit par transformer son véhicule en arme. Ces 3 films seront visibles sur les réseaux sociaux et seront accompagnés d'une campagne d'affichage. Alors on reste dans l'automobile mais dans un autre genre, c'est la marque Audi qui sort des podcasts, décidément tout le monde s'y met. Oui, le constructeur présente l'art du silence, 4 épisodes imaginés par l'agence Romance. Dans ce podcast, l'acteur Guillaume Canet raconte aux auditeurs à travers un voyage dans le temps comment cinéastes, musiciens, orateurs et sportifs ont su utiliser le silence pour composer leur travail et leur discipline. Un contenu qui permet à Audi de promouvoir sa gamme de véhicules électriques, les véhicules électriques faisant peu de bruit lorsqu'ils roulent. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et d'autres encore. Une prise de parole que le constructeur justifie en disant que le silence n'a jamais fait autant de bruit. Et puis on termine avec une campagne assez rigolote si vous cuisinez, c'est celle de Barilla. Qui n'a jamais raté la cuisson de ses pâtes. Je suis sûr que c'est arrivé autour de nous. Tout le monde, c'est arrivé à tout le monde. Pour que cela n'arrive plus, Barilla a trouvé la solution. La marque italienne a lancé sur la plateforme de streaming Spotify 8 playlists pour cuire des linguine, des spaghettis, penne ou encore fusilli. La durée de chaque playlist correspond exactement au temps de cuisson des pâtes. Une manière aussi d'égayer ce temps d'attente et de faire patienter les plus gourmands d'entre nous. Un coup marketing efficace signé
Publicis Italie. On dirait qu'il y a des origines italiennes du côté de Julien Rizzo. Frédéric, vous allez faire des déçus. Vous nous parlez du Super Bowl, c'est le week-end prochain. Eh bien, cette année, les marques font l'impasse. En tout cas, un certain nombre de grandes marques, à commencer par Budweiser. C'est la première fois depuis 37 ans que cette marque de bière saute son tour, en quelque sorte, au Super Bowl. En cause, évidemment, la situation sanitaire. C'est pas le moment de faire rire. C'est dommage parce que le Super Bowl, c'est une espèce de festival de Cannes de la pub américaine. Il y a généralement de superbes créations, plutôt très drôles, etc. Mais ne doutons pas que si Coca, Hyundai, Audi ne sont pas là, il y en a des tas de petits qui vont prendre leur place et qui feront certainement des petites pépites que nous regarderons avec plaisir la semaine prochaine. Effectivement, on suivra ça. Et puis tout de suite, on va parler des droits voisins parce que c'est important et c'est Frédéric Roy qui le dit. BFM Business, Hebdocom. L'invité. Bonjour Bertrand Gilles. Bonjour Marie. Vous êtes directeur du pôle news du groupe Figaro. Vous êtes aussi président du GEST, association qui fédère des éditeurs numériques. Alors après des négociations mouvementées, Google a fini par signer un accord avec une partie de la presse française. C'était la semaine dernière. Cet accord, il prévoit de rémunérer leur contenu numérique, ceux utilisés par la plateforme au titre des droits voisins. Alors dit comme ça, les droits voisins, c'est un terme un peu obscur. Tout petit peu. Un tout petit peu. Pouvez-vous nous expliquer un peu de façon schématique en fait en quoi ça consiste? Alors le droit voisin, déjà il est voisin du droit d'auteur. Voilà, c'est le voisin de qui? C'est le voisin du droit d'auteur. Donc sans droit d'auteur, il n'y a pas de droit voisin. Donc le droit d'auteur, on sait ce que c'est. C'est un droit de propriété intellectuelle sur une œuvre de l'esprit. Et un droit voisin du droit d'auteur, c'est un droit qui est accordé à une personne physique ou morale qui participe à la création de cette œuvre, mais qui n'en est pas évidemment l'auteur premier. Donc les entreprises de presse sont concernées parce que en publiant les articles, en produisant des journaux, en publiant des sites internet, elles accompagnent les journalistes dans la publication des articles de presse, évidemment sans en être directement l'auteur. On connaît également ce genre de droit dans la musique, notamment, où les interprètes, les producteurs, etc., peuvent bénéficier de droits, même s'ils ne sont pas les auteurs originels d'un contenu. Donc jusqu'à présent, il n'y avait pas ces droits voisins n'étaient pas respectés, c'est comme ça qu'on dit avec Google, c'est ça? Il n'existait pas. Il n'existait pas. pas. En quoi va consister cet accord maintenant? C'est un grand pas. La première chose, vous l'avez dit, ça a été de procéder à la création et à l'existence de ce droit. Ça a été un long chemin. Ça fait peut-être 10 ans ou 12 ans qu'on discute, qu'on travaille, qu'on est convaincu qu'il peut y avoir une meilleure répartition, plus juste, de la valeur immense qui est créée sur le digital et que celle-ci peut également bénéficier à la création de contenus de qualité, etc. On a essayé de discuter pendant très longtemps, 10 ans, 12 ans, et puis finalement, voilà, on perdait du temps, on avait du mal à avancer. Donc on a convaincu un certain nombre de dirigeants européens de créer une directive européenne pour acter la création de ces droits voisins. Donc ça a eu lieu en mars 2019. Et puis ensuite, vous savez que chaque directive européenne doit être transposée dans chacun des droits nationaux. Ça a été le cas pour la France de mémoire le 23 juin 2019, à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Donc ça a été fait très vite. Et cette loi, elle est entrée en œuvre, en tout cas elle a démarré officiellement le 24 octobre 2019. Voilà, donc ça c'est le moment où cette loi a été promulguée. Ensuite, coup de théâtre ou je sais pas, chantage ou coup de Trafalgar, etc. On va dire la première plateforme concernée, mais qui ne sera pas la seule, qui est Google, le 24 octobre 2019, décide de renverser la table, de changer les règles du jeu, et surtout de changer son algorithme et la console de relations qu'elle met en place avec les éditeurs, de façon à, de notre point de vue, mettre en place une contournation grossière de leur mécanisme de référencement des contenus pour nous contraindre, nous obliger à leur céder gratuitement les droits voisins. C'est-à-dire que quand un utilisateur en fait fait une recherche, en fait, j'essaye de faire ça un peu schématiquement sur Google, l'utilisateur donc va voir plusieurs titres de presse s'afficher et donc ça participe un peu du coup à faire de Google un service de recherche d'actualité et ces éditeurs de presse en fait n'étaient pas rémunérés. C'est ça? C'est ça. Ceux qui bénéficient d'un droit voisin, de ce fameux droit voisin tout neuf qu'on vient de définir, peuvent toucher des droits patrimoniaux lorsque l'œuvre est utilisée et également un droit moral évidemment sur le respect de l'œuvre. Donc le droit, il existe, maintenant il est défini et Google
lors de on va dire la mise en œuvre de la loi, a décidé, donc le 24 octobre, de changer ses algorithmes et de ne plus faire disparaître. Globalement, de faire disparaître les contenus des éditeurs de presse, sauf si ceux-ci cochait une petite case qui disait « J'ai bien compris que je cédais à titre gratuit l'ensemble des droits d'auteur et de droits voisins à Google. » Voilà, donc il y avait vraiment une forme de chantage. Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Parce que il y a ça, on a tous entendu Google pleurer pratiquement qu'on cherchait à le ruiner en lui faisant payer ses droits. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé là? Qu'est-ce qui a changé? On a bien vu que une directive européenne transposée dans la loi française ne suffisait pas à faire en sorte que Google applique la loi. C'est quand même, on peut s'interroger sur la capacité de certains à se placer au-dessus des lois. Mais ce qui a changé, c'est que évidemment, malgré tout, on essaie d'utiliser cette loi. Donc un certain nombre d'acteurs, donc la presse quotidienne, la presse magazine, l'agence France Presse notamment, ont saisi l'autorité de la concurrence en mode référé, etc., pour que ça aille assez vite. Et donc, on portait plainte et on menait des actions pour faire condamner Google. Google a été condamné par l'autorité de la concurrence avec des actions référées qui peuvent être mises en œuvre rapidement. Et donc, à un retour et à une, comment est-ce qu'on peut dire, à une obligation de mener une négociation, on va dire, de bonne foi et en bon terme avec les plaignants et avec les éditeurs. Parce que cette loi, qui est formidable, qui définit la notion, qui l'implique, a quand même on va dire, un petit souci, c'est qu'elle ne fixe pas ni le montant et elle prévoit que les éditeurs discutent avec les plateformes pour discuter et négocier de son montant. Donc, on a travaillé, on a négocié beaucoup avec Google. Ça va être au cas par cas, en fait, c'est ça? Chacun négocie avec Google. En tout cas, pour le moment, ce premier accord qui a été cranté il y a quelques jours et qui a été annoncé, il est très important. Il concerne l'ensemble de la presse quotidienne nationale et régionale qui a trouvé un accord avec Google à ce titre-là pour les 3 prochaines années. C'est ça, il y a Le Figaro par exemple, Le Monde, L'Express, Libération. Pourquoi les autres n'en font pas partie de cet accord? Alors, certains n'en font pas partie, vous avez tout à fait raison. Pour l'instant, un accord n'a pas été trouvé, à ma connaissance, avec la presse magazine, avec d'autres agences comme l'AFP ou même d'autres médias comme BFM. Donc, voilà, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir cranté et d'avoir vraiment acté, pris le premier point et dire oui, ça y est, à travers cet accord, il y a une reconnaissance de l'existence d'un droit voisin et le fait de montrer qu'on est capable, que Google était capable de mettre la main à la poche, de reconnaître et de participer. J'espère, j'imagine, et je réclame au titre de mon rôle de président du Geste, que cet accord soit mené avec l'ensemble des éditeurs. Ouais. Et alors, hors Google, il y a d'autres plateformes problématiques. Bien entendu. Donc on n'est qu'au début, quoi. On est absolument au début. C'est aussi pour ça que voilà, il y a eu peut-être autant d'énergie à faire en sorte de ne pas faire le premier pas, parce que voilà, je pense que ces plateformes savent bien que d'autres pays vont suivre. On voit que dans d'autres pays, notamment en Australie, il y a des sujets similaires qui se posent avec des réponses qui sont différentes et qui sont parfois plus dures. Donc voilà, c'est le début d'un certain nombre d'enchaînements. Mais oui, on a beaucoup parlé de Google parce que, évidemment, c'était peut-être le premier d'entre eux, mais d'autres plateformes comme Facebook, comme Twitter, comme Flipboard, comme Reddit, comme LinkedIn, pourquoi pas, de notre point de vue, utilisent nos contenus pour créer de la valeur sans pour autant rémunérer les ayants droit, ces fameux droits voisins. Merci Bertrand Gier d'avoir accepté notre invitation. Le directeur du pôle news du groupe Figaro était sur le plateau d'Hebdocom aujourd'hui. BFM Business, Hebdocom, l'édito. Notre chroniqueur ce week-end, c'est Simon Tenenbaum. Bonjour Simon. Bonjour. Alors Simon, vous nous parlez aujourd'hui de Brand Finance. Brand Finance qui réalise tous les ans une étude sur la valorisation financière des marques. L'édition 2021 vient de sortir et ce qui en ressort, c'est un classement chamboulé par la crise et des marques technologiques qui ont vu leur valeur bondir au détriment des autres. Oui, et les GAFA notamment, qui depuis plusieurs années étaient déjà en tête de ce genre de classement, mais voilà, qui voient leur position encore renforcée cette année. Tout en haut, c'est Apple qui reprend sa couronne perdue en 2016. La marque Apple, valorisée 263 milliards de dollars par Brand Finance, en hausse de 87%. Alors c'est grâce au succès de sa stratégie de diversification et de ses derniers iPhones, surtout qui sont très bien vendus. En numéro 2, on retrouve l'ancien numéro 1 et autre grand vainqueur de la crise, Amazon, évidemment, qui vaut 255 milliards de dollars en progression de 15%. Et d'ailleurs, toutes les marques du e-commerce ont grimpé cette année, valent plus que la
l'année d'avant, que ce soit en Europe avec Zalando ou en Chine avec Alibaba, une des marques dont la valeur a le plus progressé, plus 108%. Alors pour revenir au classement général, on a Google au pied du podium en 3e place, 3e marque la plus chère du monde, 191 milliards de dollars. Mais comme Facebook, les deux Google, Facebook, qui ont vu leur valeur que très légèrement progresser en 2020, évidemment c'est lié à la dépendance au marché publicitaire qui a souffert, y compris pour ces grands groupes. En revanche, alors c'est l'euphorie totale du côté de la tech chinoise. C'est un des grands changements de cette année avec WeChat, la plateforme WeChat qui rentre dans le top 10 des marques les plus valorisées au monde, devant Mercedes, tout ce que vous voulez, Walmart, etc. À 67 milliards de dollars. On retrouve aussi Taobao, Tmall, JD.com, le site de e-commerce, qui lui a vu sa valorisation grimper de 82%. Mais la marque qui a affiché le plus gros bond, ça reste une marque américaine. C'est Tesla, le constructeur de voitures électriques, un grande star de l'année 2020, qui vaut maintenant 32 milliards de dollars. Sa marque vaut 32 milliards de dollars, un bond de 158%. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les autres secteurs ? Frédéric en est perdu avec cette question. Ah oui, ça vous perturbe. Mais bon, alors je vais pas trop m'attarder sur la baisse de valeur des marques sur tout un nombre de secteurs frappés par la crise, l'aéronautique, le tourisme. D'ailleurs, on a Airbnb et Marriott qui sont même éjectés du classement des 500 marques les plus chères au monde. L'automobile, la restauration, les médias traditionnels. Un secteur plus traditionnel qui tire quand même son épingle du jeu, eh bien c'est la distribution et la grande distribution. Walmart en tête, le géant américain dont la marque vaut maintenant 93 milliards de dollars en hausse de 20%, mais c'est le cas aussi pour des enseignes françaises. Leclerc qui gagne 27%, la marque Leclerc qui vaut, selon ce classement désormais, plus de 8 milliards de dollars. Justement, qu'en est-il des marques françaises ? Alors on retrouve 32 marques françaises dans ce top 500, ça fait 4% à peu près des marques. Personnellement, ça m'a un peu surpris, mais les marques du luxe apparaissent assez loin dans ce classement, alors qui prend en compte pas mal de paramètres, les performances financières, la contribution des marques aux ventes, etc. Alors on retrouve Louis Vuitton en tête des marques de luxe, mais on est quand même qu'à la 123e place, suivi de Hermès, Cartier, L'Oréal. Mais encore une fois, c'est la technologie qui est primée, y compris pour les marques françaises, puisque c'est Orange qui arrive en tête des marques françaises les plus valorisées, à la 91e place du classement général, la marque Orange, qui vaut maintenant 19 milliards de dollars, en hausse de 5%. L'opérateur passe devant Total, qui était le numéro 1 français jusque-là, et c'est vraiment un symbole de ce qui s'est passé ces derniers mois. Un édito très bien valorisé par Simon Tenenbaum. Merci Simon. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Zoom aujourd'hui sur les 100 tendances qui feront l'année 2021. Ces tendances, c'est l'étude Futur 100 qui nous les donne. Elle vient de sortir, elle est menée par les équipes de Wunderman Thompson et son directeur général est sur notre plateau. Bonjour Virgile Brodiac. Bonjour. Votre rapport est très suivi et très attendu tous les ans par les directions marketing pour anticiper justement les grandes tendances à suivre. Alors on ne va pas avoir le temps de faire les 100 aujourd'hui. On va se concentrer sur certaines catégories. Pour commencer, j'aimerais vous entendre sur ce score éthique que vous avez donné aux marques. En quoi consiste-t-il ? Tout à fait. Alors, c'est pas nous qui donnons le score éthique. Ça fait partie des tendances, en effet, qui font partie de la catégorie marque et marketing. Donc, forcément, celles qui sont très suivies par les gens qui travaillent dans le marketing, dans la communication. En fait, c'est une tendance qui suit, on va dire, un mouvement plus global, qui est celui de la responsabilité, de l'engagement des marques aujourd'hui et des attentes que les consommateurs peuvent avoir par rapport à ces engagements. Vous savez qu'on a, sur les générations les plus jeunes, les 15-25, la fameuse génération Z, 80% des générations Z qui sont en attente d'engagement de la part des marques, et aussi un petit peu plus, même 85% qui attendent qu'elles dépassent leur concurrence naturelle pour s'engager. Et du coup, les marques les entendent et aujourd'hui, elles se regroupent et elles sont notées par les consommateurs donc sur leur engagement individuellement ou à plusieurs. Et donc, on a des initiatives comme Did They Help, par exemple, qui a fait ce score. Voilà. Qui note les marques et les célébrités sur leur engagement dans la crise du coronavirus, dans le mouvement Black Lives Matter ou sur les droits LGBT+ aujourd'hui. Et donc chaque marque a un score qui permet de voir si les engagements qu'elles tiennent en communication se transforment en action dans la vraie vie. Il y a aussi une tendance que vous appelez Branding Together.
qui est un peu dans ce fil-là d'ailleurs, parce que du coup, c'est les marques qui oublient un peu leur concurrence directe pour aller au service du consommateur ou de la société, c'est ça ? Tout à fait, donc c'est très lié à la tendance précédente, hein. C'est vraiment des marques qui dépassent leur concurrence pour créer des coalitions, puisque les engagements aujourd'hui qu'on leur demande, que ce soit des engagements sociaux, des engagements environnementaux, sont des choses, des challenges qu'on a besoin de relever à plusieurs, et donc on va avoir des initiatives comme par exemple celle lancée par Microsoft qui s'appelle Transform to Net Zero, qui associe aujourd'hui des grands groupes comme Unilever, Danone, Nike ou Mercedes-Benz pour aller vers la neutralité carbone à un horizon 2030. Mais quand Burger King dit aller chez McDo comme il l'a fait cet hiver, c'est ça aussi ? C'est ça aussi. Ouais. Branding Together, c'est ces marques, donc Burger King et McDo. On vient de voir Leclerc et Carrefour sur la pêche responsable. Et puis on a eu aussi Adidas et Nike autour de Black Lives Matter. Donc des marques qui... Donc la concurrence disparaît un peu, la concurrence disparaît au profit d'un engagement qui est celui d'une cause sociale, sociétale, environnementale ou autre. Alors une autre tendance que vous notez pour cette année, vous appelez ça donc Brand Academy cette fois-ci, ce sont les marques qui ont un peu un rôle d'éducateur, mais pensez-vous qu'elles soient vraiment légitimes pour le faire ? Alors, c'est discutable, et ensuite c'est aussi quelque chose, je pense, qui est très culturel. C'est-à-dire que c'est une tendance qu'on voit beaucoup arriver dans les pays anglo-saxons aujourd'hui, où depuis un moment déjà, les marques ont un rôle à jouer dans l'éducation, ou en tout cas sont plus proches des systèmes éducatifs. Dans cette année dans laquelle on a vu beaucoup d'étudiants justement éloignés de l'école, on a vu aussi beaucoup de marques arriver, et en fonction de l'expertise, de leur ADN, de leur métier, proposer des contenus éducatifs. On a vu HSBC par exemple créer des modules de formation à la finance pour les 3-11 ans et qui permet de comprendre les mécanismes à la fois d'épargne, de dette, etc. On a vu Facebook créer avec son Hub Education un certain nombre de contenus pour les étudiants, pour les former à la maîtrise du digital, à l'éducation contre le racisme, les biais de genre et ce genre de choses. Et alors, il y a aussi la flexpérience. Oui, flexpérience. Il y a plein de nouveaux mots. Flexpérience, c'est une des richesses du rapport, c'est tous ces nouveaux mots. Flexpérience, l'année dernière, on parlait des lieux adaptatifs ou des lieux hybrides en français, qui sont ces lieux qui associent un certain nombre d'expériences. Flexpérience, en fait, pour nous, ça a été plus une observation de cette grande créativité business qu'on voit en ce moment, de gens qui, de par la pandémie ou la crise économique, en fait, sont obligés de transformer leur activité. Et donc, on a vu des restaurateurs devenir des marchés de direct producteurs. On a vu l'aéroport de Vilnius, en Lituanie, devenir un gigantesque cinéma en drive-in, vous savez, dans lequel vous pouvez aller en voiture pour accueillir le cinéma le festival de cinéma local. Puis, cette semaine, moi j'ai vu les boîtes de nuit en France qui proposent de devenir des centres de vaccination. Ou Doco, ou les kiosques à journaux qui deviennent des marchands de légumes. Exactement, voilà. Et c'est vraiment, je trouve, une des tendances les plus intéressantes de cette crise. On a beaucoup parlé de créativité en communication, en médias, mais en business, ces rebonds, ces transformations que certains ont été capables de mener font partie des tendances marquantes. Oui. Alors, sans tendance, c'est beaucoup. Comment les professionnels du milieu peuvent-ils faire la somme un peu de toutes ces idées et s'inspirer des bonnes tendances, celles qu'il faudra retenir vraiment pour faire du business à la fin en 2021 ? Alors déjà il faut les parcourir par catégorie, donc elles sont classées selon 10 catégories, travail, santé, voyage, luxe, culture, art, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous évoluez. Et ensuite, il faut s'inspirer avec un système qu'on favorise nous beaucoup, qu'on encourage beaucoup, qui est cette idée de pensée latérale et qui est cette idée de regarder dans les catégories adjacentes à la vôtre quelles sont les tendances dont vous pouvez vous inspirer, voire même d'en croiser. Donc les 100 ne sont pas des tendances qui seront demain des tendances majeures, parce que ce qu'on cherche aussi à capter, c'est des signaux faibles, mais toutes sont des éléments d'inspiration pour que les marketeurs, les dirigeants aillent chercher des opportunités de croissance sur des produits, des services ou même des messages en communication. Vous l'avez dit, on est dans une période assez créative, et pour cause, parce qu'il faut continuer à faire du business, à vivre, etc. Mais est-ce que vous pensez que cette crise passée
prions tous pour que ce soit dans pas trop longtemps, il restera quelque chose de ça. Ou est-ce qu'on va tout oublier et reprendre comme avant? Ah non, mais en fait, je pense que la crise, là, pour le coup, elle souligne ou elle révèle la créativité qui est présente en chacun de nous. Elle pousse, elle accélère, mais c'est la nature humaine pour moi. Donc non, je pense qu'au contraire, la créativité, pour moi, est la chose la plus importante du monde et sera toujours présente après la crise. Et alors, vous, selon vous, est-ce qu'il y a des innovations qu'il ne faudra vraiment pas manquer du côté des marques cette année? C'est difficile à dire parce qu'on est le 27 janvier, mais je pense qu'on va voir, oui, un certain nombre d'innovations, notamment dans la catégorie travail, arriver. Nous, c'est une nouvelle catégorie qu'on a définie cette année, parce que nos manières de travailler ont changé. Alors évidemment le télétravail, mais autour de ça, en fait, un certain nombre de services se créent, d'offres, de produits, et qui vont être extrêmement intéressantes à regarder. Je pense à Workation notamment, qui est cette possibilité d'aller télétravailler en vacances avec des offres qui se créent. Alors il y a beaucoup de gens qui vont à Dubaï en ce moment ou à Courchevel pendant 1 mois, 2 mois pour télétravailler, à toutes les tendances qui concernent le retour du petit déjeuner, voilà, auquel on redonne une place. Enfin, il y a beaucoup de choses autour du monde du travail qui vont être très intéressantes à observer. Et donc Virgile Brosiac qui vient de révéler un petit secret de fabrication. Nous étions donc le 27 janvier au moment de l'enregistrement d'Hebdocom, mais c'est tout près de ce week-end. Merci d'avoir été avec nous, donc le directeur général de Wunderman Thompson. Merci à notre expert Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à nos côtés. Merci Marie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdocom. Très bon week-end à tous sur BFM Business. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.